Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier le cours du tissu osseux dans le cadre de l'histologie générale. C'est un cours très important que je vous conseille de suivre jusqu'à la fin. Et vous allez apprendre pas mal de choses sur votre os. Et on y va. Voici le plan du cours. Je l'ai divisé en 3 parties. En premier lieu, nous ferons des généralités sur le tissu osseux. Puis, nous aborderons sa histologie générale. Donc, tout ce qui concerne les cellules dans les osteoblastes, les cellules bordantes, les ostéocytes et les osteoclastes. Puis, sa matrice extracellulaire. Donc nous allons voir les fibres et les compositions de sa substance fondamentale. Ensuite et en dernier lieu, donc nous étudierons les variétés tissulaires des pièces osseuses. Nous allons étudier le périoste et l'endoste, puis les moelles osseuses avec ses 4 formes. Donc la moelle osseuse rouge hématogène et ostéogène, puis la moelle osseuse jaune et grise. Ensuite, donc nous allons faire le tissu osseux réticulaire non lamillaire, ou ce qu'on appelle primaire, puis le tissu osseux lamillaire, ou ce qu'on appelle secondaire, avec ces 3 formes, donc le tissu osseux périostique et aversien, dense et aversien, aérolaire. On commence avec les généralités. Nous avons vu ce schéma, si vous vous en rappelez, dans le cours du tissu conjonctif proprement dit et dans le cours du tissu cartilagineux. Nous avons dit que le tissu conjonctif comprend 3 grandes variétés. Nous avons déjà abordé les 2 premières parties, c'est-à-dire le tissu conjonctif proprement dit et le tissu cartilagineux. Et aujourd'hui, nous finissons avec la partie concernant le tissu squelettique, c'est le tissu osseux. C'est la partie encadrée par ce cadre rouge. Et sachez que cette partie qui concerne le tissu osseux est en réalité divisée en 2 parties. Celle qui concerne l'histologie et la structure du tissu osseux, et c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Et l'autre partie, donc celle qui concerne l'ossification du tissu osseux. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous ne faisons que l'histologie et la structure du tissu osseux. Et dans la prochaine cours, nous ferons la toute dernière partie qui concerne l'ossification du tissu osseux. Et si vous vous rappelez, nous avons dit que le tissu osseux et le tissu cartilagineux se développent de façon coordonnée et conjointe jusqu'à la puberté. Et j'espère bien que vous révisiez vos cours. Le tissu osseux constitue la partie porteuse des muscles, c'est-à-dire l'appareil locomoteur, et c'est l'un des tissus les plus résistants de l'organisme, capable de supporter des contraintes mécaniques, donnant à l'os son rôle de soutien du corps. Il assure aussi des rôles considérablement importants. D'ailleurs, il assure avec les muscles les différents mouvements du corps humain. Et d'autre part, il assure la protection du système nerveux central par la boîte crânienne et les vertèbres. Et il assure aussi la régulation de la calcémie, c'est-à-dire le taux du calcium dans le sang, et le contrôle du métabolisme phosphocalcique. Donc, le tissu osseux est aussi un tissu dynamique remodélé d'une manière constante sous l'effet des pressions mécaniques et il entraîne la libération ou le stockage des sels minéraux et assurant donc ainsi
dans une large mesure le contrôle du métabolisme phosphocalcique. Ce contrôle donc phosphocalcique est assuré donc simultanément avec l'aide des reins et de l'intestin. Le tissu osseux renferme une proportion énorme du calcium de 99%, donc due sa rigidité, et une proportion énorme du phosphate de l'organisme de 90%, donc de 90%. Le tissu osseux est en perpétuel remaniement, c'est-à-dire que ses compositions se modifient donc d'une manière continuelle. Mais pourquoi? Tout simplement parce que ce tissu est soumis à des phénomènes de synthèse et de résorption. En plus, les os renferment aussi dans leur espace médulaire ce qu'on appelle la moelle hématopoïétique, qui est à l'origine des 3 lignées sanguines, c'est-à-dire que le tissu osseux, c'est le lieu de l'hématopoïèse, donc c'est-à-dire la formation des cellules sanguines. Mais ici, donc faites attention parce qu'il y a une différence entre l'hématopoïèse et l'érythropoïèse. L'hématopoïèse est la formation ou la production des cellules sanguines, alors que l'érythropoïèse, c'est la formation des globules rouges. Donc ce n'est pas la même chose. En ce qui concerne donc la matrice extracellulaire du tissu osseux, elle est de consistance rigide et solide, et elle est donc imprégnée de sels de calcium. Sur le plan anatomique, on distingue plusieurs variétés de pièces osseuses: les os longs, les os courts et les os plats. L'exemple typique des os longs, c'est la tibia et le fémur. Pour les os courts, sont les phalanges et les tarses. Et pour les os plats, c'est l'os de la voûte du crâne et l'omoplate, ou ce qu'on appelle la scapula dans la nouvelle nomenclature. Il y a aussi d'autres variétés de pièces osseuses dont on parlera un peu et qu'on les observe par une observation macroscopique. Ces variétés sont l'os sésamoïde, qui sont des petits osserons enfouis dans des tendons ou des capsules, et aussi les os irréguliers, donc par exemple les vertèbres. Mais comme je vous ai dit, on va étudier essentiellement donc ces 3 premières variétés. Donc l'os long, c'est la première variété. Nous avons pris comme exemple la tibia et le fémur. Et vous voyez ici la structure d'un os long au cours de la croissance. Donc, avant la fin de la croissance, l'os long comporte 3 régions anatomiques: une partie moyenne ou diaphyse, des extrémités renflées ou épiphyse, et des zones de jonction diaphyso-épiphysaire ou métaphyse. À l'observation microscopique, la diaphyse est un cylindre creux à paroi épaisse. Cette paroi est faite de tissus conjonctifs, ce qu'on appelle périoste et endoste, et de tissus osseux périostiques appelés système fondamental externe et système fondamental interne, ainsi qu'un tissu osseux aversien dense.
Et au centre, on trouve une cavité médulaire contenant la moelle osseuse. En ce qui concerne les épiphyses, sont essentiellement constitués de tissus osseux aversiens aréolaires, recouverts à sa périphérie par une fine couche de cartilage hyaline articulaire. Pour les métaphyses, elles sont des zones faites de cartilage hyalin de conjugaison, et nous avons vu les métaphyses en détail dans le cours du tissu cartilagineux. Pour les os courts, c'est la deuxième variété. Nous avons pris comme exemple les phalanges et les tarses. Donc les os courts sont formés d'une mince corticale de périosthe, donc associée à du tissu osseux périostique à lamelles parallèles à la surface. Le périosthe est tout simplement une membrane conjonctive et fibreuse qui constitue l'enveloppe des os. Ce tissu périostique lui-même donc entoure ce qu'on appelle un tissu osseux aversien aréolaire. Ce tissu aversien aréolaire est situé au centre de la pièce osseuse. Et ici, vous avez ce qu'on appelle le cartilage hyalin articulaire à la périphérie. Pour les os plats, nous avons pris comme exemple l'os de la voûte du crâne et l'omoplate. Donc, les os plats sont formés de 3 régions anatomiques. Une table interne formée de tissu osseux périostique et une table externe formée également de tissu osseux périostique. Ces deux tables donc, sont recouvertes de périostes et au centre de la pièce osseuse se localise un diploé fait de tissu osseux aversien aréolaire. Tout simplement, le diploé est un tissu donc osseux et spongieux situé entre les deux lames internes et externes. Et vous avez ici donc ce qu'on appelle donc le cartilage hyalin articulaire. On est arrivé à l'histologie du tissu osseux. On va voir les cellules du tissu osseux et les composantes de la matrice extracellulaire. Donc, le tissu osseux est formé de cellules et d'une matrice extracellulaire calcifiée faite de fibres de collagène et d'une substance fondamentale. Mais d'abord, il faut savoir qu'il existe deux lignées de cellules osseuses. La ligne des cellules ostéoformatrices qui sont au nombre de 3, donc les ostéoblastes, les cellules bordantes et les ostéocytes. Et la ligne des cellules ostéorésorbantes, donc faites des ostéoclastes. Les ostéoblastes, les cellules bordantes et les ostéoclastes se retrouvent à la surface des plages de tissu osseux, alors que les ostéocytes sont situés à l'intérieur de la matrice osseuse. Le tissu osseux est formé de deux composantes, les constituants organiques qui sont formés par les cellules et la matrice organique essentiellement donc les protéoglycanes et les glycoprotéines et les fibres de collagène, et les constituants inorganiques essentiellement les cristaux et ce qu'on appelle les hydroxyapatites, qui sont des sels minéraux composés de calcium et de phosphate. Et comme vous voyez ici dans cette formule, l'hydroxyapatite est un phosphate de calcium. Donc, il est un phosphate de calcium et c'est un élément donc minéral essentiel de l'os et des dents.
Et j'ouvre ici une petite parenthèse pour vous dire que des céramiques d'hydroxyapatite ont été utilisées dans le traitement de lésions parodontales comme substitut osseux sur des fractures multiples. Et aussi, l'hydroxyapatite est aussi utilisée pour la fabrication donc de prothèses oculaires. C'est ce qu'on appelle les implants, car elle a la propriété d'être micro-porteuse et d'être facilement colonisée par du tissu fibrovasculaire. Donc cette planche vous montre les différentes cellules du tissu osseux. Vous avez ici ce qu'on appelle les ostéoclastes. Vous avez ici les cellules bordantes, les ostéoblastes, les ostéocytes, les canalicule qui servent de jonction entre les cellules ostéocytaires ou les ostéocytes. Et vous avez ici la matrice extracellulaire du tissu osseux. La première cellule qu'on va étudier, c'est l'ostéoblaste. Donc les ostéoblastes dérivent des cellules mésenchymateuses ou des cellules bordantes. C'est une cellule jeune, de forme ovoïde et allongée, et les ostéoblastes forment un tapis de cellules jointives et communiquent entre eux grâce à des jonctions GAB. Leur cytoplasme est fortement basophile et présente un réticulum endoplasmique donc granulaire très développé. Les ostéoblastes assurent un rôle très important. D'abord, ils sont des cellules ostéoformatrices, c'est-à-dire qu'elles contribuent à la formation des os. Ils synthétisent la matrice extracellulaire appelée aussi substance préosseuse. Et pour aboutir à cela, ils élaborent les précurseurs protéiques de la matrice extracellulaire qu'ils déposent autour d'eux sous la forme de lamelles. Et dès que la substance préosseuse donc atteint sa maturité, elle se calcifie. Et on va voir ces détails-là dans les planches suivantes. Durant la classification et dans un premier temps, les ostéoblastes élaborent les précurseurs protéiques de la matrice extracellulaire qu'ils déposent autour d'eux sous forme de lamelles, c'est-à-dire qu'ils élaborent la fraction organique qui est rejetée par exocytose, puis et dans un deuxième temps, donc l'ostéoblaste stocke le calcium et le phosphate pour la synthèse du phosphate très calcique. Ce phosphate très calcique sera rejeté par exocytose dans la matrice préosseuse sous forme de cristaux d'hydroxyapatite pour s'insinuer, c'est-à-dire pénétrer en glissant sur les liaisons peptidiques des différentes molécules de tropocollagène, et c'est ainsi que les cristaux d'hydroxyapatite se déposent au niveau des bandes claires des fibres de collagène. Cette fraction minérale, c'est elle la responsable de la rigidité du tissu osseux. Les ostéoblastes produisent et déposent continuellement une nouvelle matrice osseuse par-dessus et derrière celle qui est déjà présentée ou qui est déjà présente, et par la suite donc ces ostéoblastes simurent eux-mêmes, c'est-à-dire que ces ostéoblastes vont s'enfermer sur eux-mêmes dans un cachot cristal en terminant son rôle de la synthèse de la substance préosseuse. Et vous avez ce schéma qui vous résume tout ce que je viens de le dire ici.
on est arrivé aux cellules bordantes. Donc les cellules bordantes sont des cellules aplaties, allongées et possèdent un peu d'organites. Elles sont des cellules reliées entre elles et avec les ostéocytes voisins par des jonctions communicantes. Leur rôle est très important. D'ailleurs, ce sont tout simplement des ostéoblastes au repos susceptibles, s'ils sont sollicités, donc en cas de fracture par exemple, de devenir des ostéoblastes actifs. L'ostéoblaste peut redevenir par la suite une cellule bordante ou ce qu'on appelle cellule métaboliquement inactive, et cela dépend des besoins tissulaires. Ces cellules revêtent les surfaces osseuses qui, à un moment donné, ne sont soumises ni à formation osseuse ni à résorption. Donc, et pour cette raison-là, que ces cellules empêchent l'attaque de l'os par l'ostéoclaste en constituant une couche de protection. La troisième cellule, c'est l'ostéocyte. Les ostéocytes sont d'origine ostéoblastique. Ce sont des cellules incapables de se diviser. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des ostéoblastes enfermés dans la matrice osseuse minéralisée, comme vous le voyez ici. Leur corps cellulaire fusiforme est de taille plus petite que celui des ostéoblastes et possède moins d'organites. Pour la localisation, l'ostéocyte est entièrement entouré par une matrice extracellulaire qui délimite des logettes ovalaires dites ostéoplastes, d'où partent des canalécules anastomosés contenant des prolongements cytoplasmiques fins, nombreux et plus ou moins longs. Ces ostéocytes, comme vous voyez ici, sont reliés à leurs semblables et aux cellules de la surface de la travée osseuse grâce à des canalécules, donc ces canalécules-là, et ces canalécules reliées forment un réseau dans lequel circulent les éléments trophiques, c'est-à-dire les éléments nutritifs. Les ostéocytes ont un rôle très important aussi, et par ce système de cavités et de canalécules, ils assurent et garantissent la nutrition et la communication avec le périoste et l'endoste. Et il est reconnu que bien que l'ostéocyte ait un niveau d'activité métabolique bien inférieur à celui de l'ostéoblaste, mais tout de même, il est capable d'élaborer la substance préosseuse, ou ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, mais d'une faible quantité. Et cette substance donc préosseuse se minéralise secondairement par la suite. Pour les ostéoclastes, donc ce sont des cellules d'origine mésenchymateuse dérivant de la lignée hématopoïétique monocytaire. Les ostéoclastes sont des cellules géantes multinucléées, c'est-à-dire qu'elles présentent, donc ces cellules présentent donc plusieurs noyaux. Le cytoplasme, quant à lui, est riche en lysosomes et en hydrolases, capables de résorber la matrice osseuse minéralisée. Le pôle basal de la cellule, donc en contact avec l'os, présente une membrane plasmique en bordure en brosse dont l'aspect permet d'augmenter la surface d'échange ou de résorption. Et les cellules ou les ostéoclastes sont des cellules hautement mobiles. Comme vous l'avez su, le tissu osseux est formé essentiellement à partir des ostéoblastes et aussi des ostéocytes. Mais comment se renouvelle-t-il? Le tissu osseux tout simplement se renouvelle constamment par résorption à partir des cellules qu'on appelle les ostéoclastes.
Ces ostéoclastes détruisent le tissu osseux ancien, lequel sera très vite remplacé par l'activité des cellules ostéoformatrices. Mais comment ce phénomène de résorption se déroule? On a dit que les ostéoclastes sont des cellules hautement mobiles et se déplacent à la surface des travées osseuses, creusant des cylindres appelés lacunes de Hauship par leurs équipements enzymatiques. Ce processus, on l'appelle donc ostéoclasie. C'est tout simplement l'ostéoclasie. Le phénomène de l'ostéoclasie se déroule, comme vous le voyez ici, dans ce schéma. Donc les parathormones réagissent sur les ostéoclastes, provoquant ainsi le phénomène de l'ostéoclasie. Les ostéoclastes vont synthétiser ce qu'on appelle les citrates et les lactates, et aussi les hydrolases. L'ostéoclasie débute par exocytose des citrates et des lactates, qui provoque une solubilisation de la fraction minérale, et une exocytose des hydrolases qui provoque une dépolymérisation des fibres de collagène. Il va y avoir des produits issus de cette, de cette ostéoclasie. Ces produits-là, de l'ostéoclasie, vont être assimilés, c'est-à-dire phagocytés par la bordure en brosse de la cellule ou de l'ostéoclaste. Puis, ces produits vont être digérés par les lysosomes et ensuite rejetés dans le sang par exocytose. Mais est-ce que ce phénomène d'ostéoclasie se persiste continuellement? Non, bien sûr que non, parce que s'il persiste, nous allons perdre nos os. Et alors, comment ce phénomène est résolu? Tout simplement, l'arrêt de l'ostéoclasie a lieu grâce à la fameuse calcitonine, dont l'effet se traduit par une inhibition de la résorption. La matrice extracellulaire du tissu osseux se caractérise par la présence des fibres de collagène de type 1 et par une substance fondamentale de consistance solide et rigide. Les fibres de collagène sont formées de molécules de tropocollagène de type 1 et au niveau de système de Haber, les fibres de collagène sont parallèles entre elles, comme vous voyez ici, alors qu'au niveau du périoste, on trouve les fibres de Sharpey. Pour la substance fondamentale, qui est de consistance solide et rigide, elle est formée d'une fraction minérale et d'une fraction organique. La fraction minérale du tissu osseux renferme essentiellement de cristaux d'hydroxyapatite en très grande quantité, c'est-à-dire du phosphate tricalcique cristallisé, donc conférant à l'os sa rigidité. Et elle présente aussi une très faible quantité d'eau. La fraction organique est composée d'ostéopontine qui permet l'adhésion des ostéoclastes à la matrice osseuse, d'ostéonectine qui intervient dans la minéralisation par son affinité pour les molécules de tropocollagène et le calcium, et aussi d'ostéocalcine dont la fonction serait d'inhiber la formation osseuse. Et aussi, cette fraction organique présente des facteurs de croissance assurant un rôle fondamental dans la régulation du remodélage et la minéralisation du tissu osseux, et aussi les glycosaminoglycanes sulfatés, tels que l'hyparine sulfatée, la kératine sulfatée et la chondroïtine sulfatée,
qui sont impliqués dans l'agencement des molécules de tropocollagène. Et si vous avez remarqué, l'acide hyaluronique est absent. Nous sommes maintenant dans la troisième partie du cours concernant les variétés tissulaires des pièces osseuses. Une pièce osseuse est formée par trois types de tissus: le tissu conjonctif, le tissu cartilagineux et le tissu osseux. Il y a trois types de tissus conjonctifs, donc le périoste, l'endoste et les moelles osseuses. La structure des moelles osseuses varie en fonction de leur localisation et de l'âge du sujet. Et donc, c'est ainsi, on distingue quatre variétés de moelles osseuses. Les ou la moelle osseuse rouge hématogène, la moelle osseuse rouge ostiogène et la moelle osseuse jaune, la moelle osseuse grise. Dans la pièce osseuse il y a deux types de cartilage: le cartilage articulaire et le cartilage de conjugaison, ou ce qu'on appelle le de croissance. Ici, je vous conseille d'aller voir le cours du cartilage. J'ai parlé de ces deux variétés en détail. Et aussi, dans la pièce osseuse, on trouve deux types de tissus osseux: les tissus osseux réticulaires, ou ce qu'on appelle non lamillaires ou primaires, et le tissu osseux lamillaire, ou ce qu'on appelle secondaire. Celui-ci est présenté par le tissu osseux périostique, le tissu osseux aversien dense et le tissu osseux aversien aréolaire. Et donc, on va voir tout ça en détail. Donc, si vous voulez voir les deux types du cartilage qui constituent la pièce osseuse, dans le cartilage, il y en a articulaire et le cartilage, il y en a de conjugaison, ou ce qu'on appelle de croissance, je vous conseille d'aller voir ce schéma-là que j'ai détaillé dans le cours du tissu cartilagineux d'une manière donc précise et large. La première variété est le périoste. Le périoste est une lame de tissu conjonctif proprement dit, ou tout simplement une membrane vascularisée résistante et qui couvre l'os sur toute sa surface, à l'exception du cartilage articulaire. Donc cette lame est périphérique et elle recouvre toutes les pièces osseuses. Le périoste est constitué de deux couches, une couche externe et une couche interne. La couche externe est tendiniforme vascularisée, c'est-à-dire riche en fibres de collagène et en vaisseaux sanguins, et une couche interne d'olier. Donc on appelle cette couche une couche ostiogène d'olier. Donc elle est ostiogène, et dans cette couche on note la présence de cellules mésenchymateuses et d'osteoblastes. Ces osteoblastes dérivent des cellules mésenchymateuses, et ces osteoblastes eux-mêmes génèrent par la suite des ostéocytes pour assurer le renouvellement de l'os. Cette couche présente également de faisceaux de fibres de collagène archiformes appelées fibres de Sharpey. Le périoste assure un rôle de nutrition grâce à sa couche tendiniforme vascularisée externe, parce que le périoste tout simplement contient des vaisseaux sanguins qui apportent les nutriments indispensables à la réparation de l'os. Mais sachez que les os du crâne sont dépourvus de périoste et sont donc incapables de se régénérer. Il assure aussi donc un rôle fondamental dans la croissance appositionnelle des os,
par la position des plaques de tissu osseux périostique, en élaborant le tissu osseux périostique sur cela, donc sur lequel repose le périoste. Et vous comprenez par cela que le périoste facilite également le remaniement de l'os tout en servant de membrane de confinement pour le dépôt de nouvelles cellules osseuses et en assurant que l'os nouvellement formé s'ajoute au tissu osseux déjà existant. Le périoste et l'endoste sont deux structures identiques, mais il y a quelques différences. D'abord, l'endoste est une très fine membrane de tissu conjonctif proprement dit, c'est-à-dire qu'il est moins épais que le périoste et possède une activité ostéogène réduite, et il déborde et tapisse ce qu'on appelle la cavité médulaire des os longs. L'endoste assure les mêmes rôles que le périoste, c'est-à-dire la nutrition et la croissance appositionnelle, notamment l'élaboration du système fondamental interne. Le système fondamental interne est tout simplement le tissu osseux associé à l'endoste, et le système fondamental externe, bien évidemment, et tout simplement le tissu osseux associé au périoste. Pour les moelles osseuses, elles sont des tissus d'origine mésenchymateuse, occupant soit les aréoles des os spongieux, soit la cavité médulaire de la diaphyse des os longs. Donc n'oublions pas que nous sommes ici et que la moelle osseuse varie en fonction de sa localisation et de l'âge du sujet, et c'est ainsi qu'on va obtenir 4 variétés de la moelle osseuse, et on va les voir en détail. La première variété des moelles osseuses, c'est la moelle osseuse rouge hématogène. C'est-à-dire, c'est elle qui est la responsable de la synthèse et la formation des cellules qu'on retrouve dans le sang. Elle est observée, au niveau de tous les os, et elle comprend un tissu conjonctif réticulé qui réalise une charpente entre la matrice osseuse et la paroi des vaisseaux sanguins. Dans l'émail du tissu réticulaire sont disposées des cellules souches des diverses lignes sanguines, et aussi des cellules représentant tous les stades de l'évolution de ces lignées. Donc, cette moelle est le siège de l'hématopoïèse. La deuxième variété, c'est la moelle osseuse rouge ostéogène, c'est-à-dire c'est elle qui est la responsable, ou elle contribue, si on peut le dire, à la formation des os. Elle apparaît dans les foyers d'ossification au cours de l'ostéogenèse et au cours de la croissance, et aussi la réparation osseuse. Elle est constituée de tissus conjonctifs réticulaires dont les éléments cellulaires se multiplient et se différencient en ostéoblastes. Et comme on a dit, les ostéoblastes sont des cellules ostéoformatrices assurant la synthèse de la matrice extracellulaire, ou ce qu'on appelle la substance préosseuse. Pour la moelle osseuse jaune, elle est très riche en adipocite, et vous voyez ici dans cette photo la moelle osseuse rouge qui contient des adipocytes. Ces cellules adipocytaires vont donc se multiplier d'une façon très grande. On va avoir ce qu'on appelle la moelle osseuse jaune. Et donc, elle résulte de la transformation graisseuse des moelles rouges. Parce que, tout simplement, tout au long de la
de la croissance de l'individu, la moelle rouge s'enrichit en adépocytes. Mais est-ce que cette transformation graisseuse est permanente? Heureusement que non. Elle est réversible, notamment au cours de la réparation des fractures et de certaines maladies du sang. Pour la moelle osseuse grise, elle apparaît chez les personnes âgées, mais comment ça? Tout simplement, la moelle osseuse jaune va subir une dégénérescence fibreuse non réversible et va se transformer en une moelle grise ou en une moelle osseuse grise constituée par un tissu conjonctif fibreux. Et chez le vieillard, les adipocytes perdent leur vacuole graisseuse et donc on va avoir par ce vieillissement ce qu'on appelle la moelle osseuse grise. Donc vous avez ici la première variété du tissu osseux en ce qui concerne la pièce osseuse. C'est le tissu osseux réticulaire non lamillaire ou ce qu'on appelle primaire. C'est un tissu formé d'un tissu osseux fibreux non lamillaire. Pourquoi non lamillaire? Parce que les fibres de collagène ne sont pas parallèles entre elles. C'est un tissu osseux primaire. Pourquoi primaire? Parce que c'est le premier tissu osseux formé au départ du développement embryonnaire au cours de la croissance. Il est faiblement minéralisé, c'est logique, et il est formé par une trame collagénique et sans orientation. Ce tissu osseux présente un aspect tissé en microscopie optique en lumière polarisée et c'est un os mécaniquement fragile. Pour la localisation de tissus osseux réticulaires ou primaires, chez le fœtus, il constitue les ébauches osseuses, par exemple, comme vous voyez ici. Chez l'adulte, on le trouve au niveau des osselets de l'oreille moyenne et au niveau des cales de fracture. Et par ailleurs, elle est remplacée par le tissu osseux lamillaire ou secondaire et on va voir ce tissu tout à l'heure. Le tissu osseux lamillaire ou ce qu'on appelle secondaire est formé à partir du tissu osseux réticulaire primaire. Les fibres de collagène de ce tissu osseux lamillaire secondaire sont parallèles entre elles, ce qui donne un aspect lamillaire du tissu. C'est un tissu mécaniquement solide et il est représenté par trois types de tissus: le tissu osseux périostique, le tissu osseux aversien dense et le tissu osseux aversien aréolaire. On a dit que le tissu osseux périostique se situe à la périphérie des pièces osseuses en dehors des surfaces articulaires et aussi autour de la cavité médullaire de l'os long. Il est constitué par des lamelles concentriques de tissu osseux qui réalisent ce qu'on appelle un système fondamental externe à la périphérie de la diaphyse et un système fondamental interne autour de la cavité médullaire de l'os long. L'origine de ces systèmes est respectivement le périoste pour le système fondamental externe et l'endoste pour le système fondamental interne. Au niveau de l'os plat, le tissu osseux périostique constitue l'étable externe et interne, et au niveau de l'os court, il demeure le tissu osseux périostique.
Le tissu aversien dense est spécifique à la diaphyse de Rosseland. Il est situé entre le système fondamental externe et le système fondamental interne. Il est constitué par un ensemble de systèmes averses ou ce qu'on appelle ostions, et aussi des systèmes intermédiaires et des canaux de Walkman. Les systèmes de Haver sont des structures cylindriques parallèles entre elles et ils parcourent l'axe longitudinal de la diaphyse. Et chaque système de Haver est formé de 8 à 15 lamelles concentriques et il présente un canal de Haver où circulent les capillaires sanguins et linéaires. Les ostiocytes sont reliés entre eux grâce à des canaliculi. Dans la diaphyse, il existe ce qu'on appelle des systèmes intermédiaires qui sont des systèmes de Haver non entièrement résorbés. Il existe aussi des canaux perpendiculaires au système de Haver appelés canaux de Walkman. Ces canaux de Walkman sont de même diamètre que le système de Haver et ils sont parcourus par des vaisseaux sanguins et ils font communiquer le périoste avec la cavité médulaire. La dernière variété tissulaire des pièces osseuses est le tissu osseux aversien aréolaire. Il est localisé au niveau des épiphyses, au niveau des os courts et au niveau des os plats. Sa structure est très simple. C'est un tissu formé par un ensemble de lamelles osseuses multidirectionnelles à l'intérieur desquelles les systèmes de Haver sont parallèles entre eux. Les lamelles osseuses sont anastomosées et elles déterminent ce qu'on appelle des aréoles contenant de la moelle osseuse. Donc, on est arrivé à la fin de notre voyage. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et nous y répondrons, Inch'Allah, le plus tôt possible. Et vous pouvez télécharger le support, vous trouverez le lien dans la description. Donc, merci et au plaisir de vous revoir à la prochaine vidéo, Inch'Allah. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis. Afin que l'on puisse continuer à développer cette chaîne. Vous trouvez aussi le cours au format PDF dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Salam!